Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Nous sommes à l'épisode 150. Est-ce que tu réalises 150? Bientôt 3 années de vie pour le podcast. Alors que tu sois là depuis le tout premier épisode, que tu sois arrivé en cours de route, que tu sois peut-être à ton premier épisode ensemble, bienvenue et merci. Parce que ces épisodes, je les crée, je les offre. Et le podcast vit évidemment grâce à toi, ta fidélité, ton écoute, grâce aussi évidemment aux notes, aux commentaires qui sont déposés sur les plateformes et qui me font toujours immensément chaud au cœur et qui contribuent amplement à la diffusion du podcast. Il est disponible aussi sur YouTube. Donc merci à toutes celles qui ont laissé des commentaires, merci à celles qui vont le faire. Ça booste mon élan et ça booste les algorithmes pour m'aider à porter bien plus amplement ce message. Donc, on est reparti encore pour 150 épisodes et au-delà. Et j'ai choisi pour ce 150e anniversaire, somméniversaire, on va dire, de parler d'un grand rêve de beaucoup d'entrepreneurs. Attirer les clients sans avoir à prospecter. Peut-être que pour toi, c'est un rêve, une chimère, une illusion. Et j'ai envie d'aborder ce sujet-là, parce que quand on parle d'avoir des clients, il y a deux mouvements. Soit les clients viennent à toi, et c'est là qu'on va dire tu les attires, tu les magnétises, soit tu vas aller les chercher, te rapprocher d'eux, jusqu'à peut-être faire intrusion dans leur univers, et ça s'appelle de la prospection. Prospecter, un verbe que beaucoup d'entrepreneurs n'aiment pas. Et je vais te raconter un petit peu ce qu'il évoque pour moi au fil de ma propre histoire. Pourquoi est-ce que beaucoup d'entrepreneurs détestent cette idée de prospecter? D'abord, c'est souvent associé à quémander, voire à une idée de mendicité, de déranger, de forcer. Et on est dans une énergie d'infériorité, voire de soumission, qui est très loin de l'énergie de souveraineté, j'ai envie de dire, c'est un mot que j'aime beaucoup, dans laquelle on a envie d'être en termes de position et de posture. La prospection, ça nous expose aussi à une peur viscérale, qui est la peur du rejet. Et je ne vais pas développer ça, j'ai développé ces idées dans d'autres épisodes récents sur la vente. Quand on rencontre un non, qui est juste un non par rapport à une proposition, une offre, l'interprétation va souvent être d'imaginer que c'est un non à nous, à qui nous sommes, à notre humanité, à notre existence. Et là, évidemment, il y a une énorme erreur de pensée. Et je ne vais pas prendre cette tangente là maintenant. Et il y en a peut-être parmi vous, là, qui ont essayé de prospecter, d'aller frapper à des portes, de lancer des messages à froid, de décrocher le téléphone, d'avoir zéro retour, de se prendre des portes dans le nez, d'entendre je vais y réfléchir, je vous rappelle, et évidemment que c'est décourageant, c'est épuisant. Ça enlève toute envie même de continuer dans l'entrepreneuriat. Dans 2 de mes entreprises, si tu me suis, tu sais que j'ai créé 4 entreprises au long de mon parcours depuis ces 15 dernières années. Dans 2 d'entre elles, j'ai dû me frotter vraiment à la prospection, dans le dur. Et c'était une vraie
torture. Ma première entreprise, c'était un organisme de formation en architecture et décoration intérieure. Et j'avais à la fois des clients particuliers et aussi des clients entreprises, au sein desquels j'envoyais des personnes de mon équipe pour assurer des formations pour leurs collaborateurs, etc. Signer des contrats en B2B, ça exigeait de la prospection. Personne n'allait, a priori, à l'époque, venir à moi comme ça. Les réseaux sociaux étaient absolument pas aussi développés qu'ils ne le sont maintenant. On parle de 2010, 2011, 2012. Et je prenais mon courage à deux mains pour, de mes deux mains, décrocher mon téléphone et appeler des personnes dans le dur. Je détestais ça. C'était une vraie souffrance. Les jours où je m'astreignais à faire ça, par tranche de 2 heures, 3 heures, je haïssais ces jours-là. J'ai finalement fermé cette entreprise pour tout un tas de raisons, pas exclusivement pour la prospection, et j'en parle dans d'autres espaces. 2 entreprises plus tard, j'ai co-créé une autre entreprise avec un associé. Et là, je me suis retrouvée à nouveau confrontée à la prospection dans le dur. On organisait des retraites de sagesse, on appelait ça comme ça, pour des dirigeants, managers d'entreprise, donc plutôt PME. Et le processus de commercialisation, c'était qu'on envoyait une très belle brochure à des personnes qui étaient ciblées, dans des entreprises ciblées avec certaines valeurs. Et après quelques jours, l'idée, c'était d'appeler pour savoir si la personne avait reçu, consulté la brochure et si on pouvait en parler. Et donc, j'avais des listes d'entreprises à appeler. C'était un enfer pour moi. La simple idée de devoir tomber sur une secrétaire qui allait faire le filtre, faire barrage, j'allais devoir contourner, me prendre des portes dans le nez, des vents, des râteaux, c'était une horreur. Et d'ailleurs, je ne suis pas restée très longtemps dans cette association, là aussi pour diverses raisons. Et ensuite, j'ai lancé mon activité de coaching. Coaching, enseignement de la méditation et formation à partir de 2015. Et là, je me suis promis que plus jamais, mais mon Dieu, plus jamais, je ne prospecterai. En tout cas, pas dans le dur, pas en décrochant mon téléphone, pas en faisant irruption, intrusion dans des boîtes mail, pas en harcelant les gens dans des groupes et des communautés. Et même plus en allant dans des petits déj réseaux, des choses où je me sentais contrainte à faire le pitch bien calibré, à recommander, à demander des recos, ça m'allait tellement pas. J'ai un principe qui est de ne pas faire aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse à moi. En l'occurrence, je déteste qu'on fasse intrusion dans mes messageries privées, qu'on me bombarde de mails alors qu'on ne me connaît pas, que j'ai rien sollicité, qu'on m'appelle avec un numéro 06 ou 07 pour faire bien en me proposant des contrats d'assurance ou des isolations de fenêtres. Et j'imagine que toi aussi, tu détestes ça. Donc, j'ai par principe de ne pas imposer des pratiques similaires aux personnes que j'apprécie. Donc, toutes les personnes de ma communauté. En même temps, je dis ça, et en même temps, bien sûr, je suis toujours prête à me dépasser, à traverser des peurs, à aller voir quels sont mes freins, à pas sombrer dans la facilité, mais pas à me torturer, pas à me faire violence. Surtout quand je sais qu'il y a d'autres voies et que je peux être inventive et ingénieuse pour aller explorer d'autres voies pour moi. Donc, j'ai décidé que ne plus prospecter, ce serait non négociable pour moi. J'ai élevé mes standards pour devenir celle qui n'a plus à prospecter. Et tout s'est réaligné à partir de 2015 pour moi. J'ai fait une très belle rencontre qui m'a propulsée en entreprise où j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup d'ateliers, de conférences, d'animation de formation autour de la méditation, ce qui était vraiment pas facile. Vendre de la méditation en entreprise, c'est un sacré défi. Et j'ai réussi à le faire, à mettre un pied dans des entreprises, puis à être ensuite très naturellement recommandée sans avoir à prospecter. Observons ce qui se joue
vraiment dans la prospection. Alors, quand je parle ici de prospecter, de quoi je parle? Je parle d'envoyer des messages privés, d'appeler des personnes qu'on connaît à peine, à froid, de demander des recommandations à des personnes qu'on connaît peu pour aller toucher leur réseau, d'aller dans ces fameux petits-déj à 7 heures du matin dont je ne dirai pas le nom. Et certaines personnes sont heureuses comme un poisson dans l'eau avec tout ça, c'est super. Mais alors moi, avec mon atypisme, absolument pas. Que ce soit petit-déj, déj, dîner, pince-fesses, cocktail, réseau, waouh, c'était vraiment pas mon truc. Donc, ce que j'appelle prospection, c'est d'être dans ce mouvement, d'aller chercher ses futurs clients l'un après l'autre, individuellement, en faisant intrusion dans leur monde. Si on pousse ce concept de la prospection à l'extrême, moi j'y vois une énergie presque d'avidité. Cette envie d'aller forcer presque un résultat. Attention, je pousse à l'extrême. Et je suis pas en train de faire un grand prêche anti-prospection. La prospection, ça marche, c'est puissant, ça a plein de vertus, il y a des personnes qui adorent ça. Et là, je suis en train de parler à celles qui ont envie d'explorer une voie différente. Il y a certaines personnes dans le champ du marketing qui vont enseigner qu'il faut appeler tous ses contacts pour leur demander des recommandations, euh, dire ce que tu fais, envoyer un mail de présentation, envoyer une plaquette, une brochure, un flyer, aller racoler dans des groupes Facebook, bombarder les gens en message privé. Il y a même des robots qui font ça, notamment sur LinkedIn. J'imagine que, comme moi, tu les as vus à l'œuvre et que tu sens ça très fort et que c'est pas forcément une odeur que tu aimes humer dans ton univers. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire de prospecter? Est-ce qu'on peut avoir des clients sans passer par la case prospection? La réponse est oui, parce que c'est mon cas. Aujourd'hui, je ne prospecte pas. En tout cas, pas d'une manière traditionnelle de prospecter. Et j'ai envie de t'emmener là-dedans pour aller démêler ensemble tous les fils de cette pelote. Je veux commencer par une observation très simple et en même temps très profonde. Quand tu vas chercher tes futurs clients en prospectant, ça reflète une croyance. Et je l'ai illustré un petit peu juste avant là. Tu crois que tes clients ne vont pas venir par eux-mêmes, que tu dois absolument aller les chercher dans leur monde. Je dis pas que tu vas pas du tout avoir à rien faire pour qu'ils viennent à toi, attention, c'est pas ça non plus ce que je suis en train de te dire, mais tu crois que les clients vont pas venir à toi, que tu dois faire intrusion chez eux. Si tu étais vraiment convaincu que cette personne, elle désire acheter chez toi, pourquoi alors ne pas croire que le moment venu, elle va se rapprocher de toi, te contacter, t'envoyer un message, t'appeler, au moment où elle va être vraiment intéressée. Si tu regardes des grandes marques, plutôt dans le champ du luxe, si tu prends, je sais pas, Chanel, Dior, Vuitton, ou même des marques comme Apple, comme Mercedes, ils vont pas t'envoyer un message privé, ils vont pas t'appeler pour demander si tu as envie d'acheter chez eux. Ils vont pas te solliciter pour savoir si tu as quelqu'un à leur recommander pour aller dans leur boutique. Ils savent que leurs clients sont conquis, que leurs clients viendront dans la boutique quand ça sera le moment, quand ils en auront envie, et qui seront prêts à payer et qui vont pas mégoter, négocier. Ça ne veut pas dire que ces marques-là ne font rien. Bien sûr, elles ont toute une stratégie d'attraction en amont. Mais cette stratégie-là, elle a une intention de base qui est très claire et qui forme une frontière qui peut être parfois floue ou ténue et qui s'appelle attiser le désir. Ce que nous avons à faire, c'est attiser le désir. Pas créer un désir inexistant, mais souffler sur les braises du désir.
C'est comme si tu voulais activer quelque part le mûrissement d'un fruit. Alors, je ne te parle pas de l'activer chimiquement, on est bien d'accord par rapport à cette analogie. Tu veux activer ce mûrissement en nourrissant, en prenant soin, jusqu'à ce que le fruit tombe tout seul de l'arbre. Tu n'as pas à te démener pour le cueillir. Tu risquerais même de le cueillir trop tôt, quand il n'est pas mûr, quand il n'a pas la bonne saveur. Et s'il n'est pas à maturité, il n'est pas bon. Ça ne va pas donner des bons résultats. Si tu es comme moi, tu n'aimes pas, mais alors tu détestes même, te sentir forcé d'acheter. T'aimes pas sentir de la pression au moment de la vente. Mais le paradoxe, c'est que pourtant, on adore acheter. On adore acheter pour aller assouvir un de nos désirs. J'ai bien dit désir. J'ai pas dit besoin. En général, on n'est pas très excité d'acheter pour un besoin. Un besoin, par exemple, acheter du papier toilette, du liquide vaisselle, des mouchoirs. Ça va guère nous émoustiller. On va le faire par devoir, par nécessité. Mais quand c'est un désir, on a envie. Seulement, on a envie que notre processus naturel soit respecté. On ne veut pas être bousculé. Quand je rentre dans un magasin de vêtements, alors c'est assez rare maintenant, je suis pas très fan de rentrer dans des magasins de vêtements, mais si ça m'arrive ou quand ça m'arrivait peut-être un peu plus fréquemment avant, je déteste, mais je déteste que la vendeuse me mette le grappin dessus. Tu sais, quand tu rentres, tu as à peine franchi le pas de la porte, tu as la vendeuse qui se rue sur toi. Vous cherchez quelque chose, madame? Non, non, je cherche rien, je suis venue me mettre à l'abri. Non, mais alors moi je réponds toujours, je vous remercie, je suis très polie, je vous remercie, je regarde juste. Si je sens la vendeuse qui me suit, mais c'est rédhibitoire, je vais sortir du magasin. Autre challenge, si j'ai envie d'essayer quelque chose, je vais dans la cabine d'essayage et j'ai la vendeuse que je vais sentir juste derrière le rideau qui n'attend que je sorte pour aller me voir dans le miroir pour donner son avis, mettre son grain de sel. Je déteste ça. Je sens la pression. J'ai envie d'être libre dans mes achats. Eh bien, c'est exactement comme l'intrusion qu'on a souvent, de plus en plus, si tu es comme moi, sur Messenger Facebook, en message privé sur LinkedIn, sur Insta, etc. Ou pire encore, la fameuse prospection téléphonique. Il n'y a quasiment pas un jour où je ne suis pas harcelée sur mon téléphone. Alors, je décroche plus jamais mon téléphone, évidemment. C'est la même chose. Ce sont autant d'entraves à notre liberté de jouir du processus d'achat. Alors, ça soulève la question, pourquoi est-ce que beaucoup d'entrepreneurs se sentent obligés de prospecter? Il y a beaucoup d'injonctions, je trouve, autour de la prospection. Et si tu es comme moi sur LinkedIn, il y a beaucoup d'experts qui forment à la prospection et c'est super. Si tu es de ceux-là, mais bien sûr, il y a des personnes qui sont faites pour ça. Et je crois aussi qu'on peut être davantage dans ce mouvement de laisser nos futurs clients venir à nous. Pourquoi alors est-ce qu'on voudrait prospecter? J'ai identifié quelques raisons à ça. J'ai envie de te les partager. D'abord, je l'évoquais tout à l'heure, tu vas vouloir prospecter évidemment si tu ne crois pas que tes futurs clients vont venir par eux-mêmes, qu'ils vont eux-mêmes entamer ce mouvement. Peut-être aussi tu ne crois pas qu'ils sont dans ta communauté, dans ton audience, dans ta liste de mails, dans ton réseau proche. Donc tu crois que tu auras à faire un effort supplémentaire pour aller les chercher au-delà de tes cercles actuels. Autre raison, l'impatience. Peut-être que tu te dis que sans prospection, ça va être extrêmement long et que la prospection va donner une accélération de tes ventes. Et c'est une possibilité. Mais c'est aussi peut-être pas toujours vrai. Et ce que j'entends aussi assez régulièrement chez des entrepreneurs, c'est qu'elles ne croient pas que leurs futurs clients vont voir leur offre, vont être intéressés, vont comprendre, vont questionner, vont s'engager. Donc, qu'il faut qu'elles fassent des efforts en plus pour susciter tout ça. Pourtant,
observe-toi. Toi, quand tu es en position d'acheter, acheter quelque chose que tu désires, que tu veux. Alors, soit tu sais où trouver cette chose et tu vas y aller directement, soit tu sais pas, tu vas faire des recherches et tu vas alors tomber sur le vendeur, la vendeuse qui aura su se montrer, qui aura su te montrer son offre, qui aura su offrir de la valeur, qui aura su allumer sa vitrine et offrir suffisamment de valeur pour te faire goûter à ce qu'il ou elle a à offrir, de manière payante juste après. Tu vois, il y a vraiment une différence, je crois, entre, d'une part, aller chercher les gens pour leur vendre quelque chose, et d'autre part, te montrer pour créer des relations et offrir de la valeur. L'intention, l'intention première n'est pas la même. Bien sûr, tu vas connecter. Bien sûr, tu vas te montrer. Bien sûr, tu vas t'exposer avec tes mots, tes messages, ton visage. Parce que le marketing d'attraction, et c'est ce dont je te parle là, c'est pas rester caché dans ta grotte, c'est te mettre en lumière. Avec une intention qui va faire toute la différence. Et partant de cette intention, bien sûr, tes actions vont être différentes. Tes résultats vont être différents aussi. Donc, est-ce que ton intention, c'est je veux servir pour aller activer des relations et des connexions? Ou est-ce que c'est je veux me servir? Et là, être dans cette énergie de prospection, dont l'intention première, c'est je veux vendre. Et vendre, c'est bien. Mais il y a plusieurs chemins qui mènent à l'arôme de la vente. Il y a ce chemin où tu vas naturellement faire des offres. Dans tes posts, dans tes emails, quand tu animes un événement, quand tu vas rencontrer des gens dans la vraie vie, quand ça va s'intégrer dans le moment, quand ça va s'intégrer dans une conversation qui naturellement va engendrer une conversion. Et ça, c'est différent, tu vois, d'appeler les gens, de les contacter en MP alors qu'ils n'ont rien demandé pour leur dire que tu as quelque chose à leur vendre. En déguisant ça, j'imagine que tu as souvent vu ça, par exemple, sous couvert d'une synergie incroyable à explorer ensemble ou un projet secret extraordinaire que tu veux proposer. On veut pas ça. On veut cette fluidité d'une conversation qui va mener à une conversion où oui, tu vas proposer ton offre. Mais la base de départ est différente. Bien sûr, entendons-nous bien, l'objectif qui est de faire croître ton business, de générer du chiffre d'affaires, de te dépasser pour ça, d'avoir et d'aider des clients. C'est un excellent objectif, évidemment. Et je suis à fond pour les femmes ambitieuses. Mais regarde, il y a une autre couche. Si tu regardes avec une vraie honnêteté radicale, comme j'aime dire, tu cherches à te rassurer, à tenter de reprendre le contrôle sur l'entrée d'argent. Tu cherches à prendre un raccourci. Est-ce que c'est vraiment un raccourci? Si t'aimes ça, si ça t'inspire, si ça t'énergise, c'est parfait et ça peut être assurément un raccourci. Ne change rien. C'est une stratégie comme une autre. Mais si ça t'inspire pas, ça t'énergise pas, et aussi, j'ai envie d'ajouter autre chose. Si tu vends un service, par exemple, comme le coaching, de l'accompagnement, si tu es dans le champ des services à l'humain au sens large, ou même dans le champ de la formation, je vais t'offrir là une autre perspective. Là où tu crois reprendre le contrôle, accélérer le processus de vente, prendre des raccourcis, peut-être bien que c'est l'inverse qui se produit. Peut-être bien que ces perceptions, elles sont fondées sur une erreur de base. Parce que dans toutes ces activités que je viens de mentionner là, le désir doit être natif chez ton client. On veut qu'il ait vraiment envie.
C'est à lui d'être la source du mouvement de la décision. Tu veux qu'il soit engagé. Seulement si tu as introduit comme un biais, en initiant et en forçant un peu le processus, ça risque de se retourner ensuite contre ton client qui va pas être engagé, qui va ramer, qui va falloir tirer contre toi. Parce que tu vas assurément pas vivre la meilleure expérience non plus. C'est au détriment ensuite de l'expérience du client quand il est client, quand il a acheté. Pas toujours, mais ça peut. Et c'est là que tu vas te retrouver à investir énormément d'énergie pour ce client, à faire des compromis, à accepter des conditions qui ne sont pas les tiennes normalement, à sortir de ce qui est juste pour toi. Pourquoi? Parce que la relation, elle a démarré sur une base qui est pas saine. Elle aura démarré sous une forme de contrainte. Et ça crée un biais sur tout le chemin que vous allez emprunter ensuite ton client et toi. Alors tu vois, je reviens vraiment à cette idée fondamentale qui est que la vente doit prendre source dans un désir de ton client en premier lieu. Pas dans ton désir, quel qu'il soit, que tu vas lui imprimer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des objections, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas œuvrer pour lever les objections, et c'est différent, c'est deux choses différentes, lever des objections et convaincre. Dans le travail sur les objections, j'accompagne beaucoup mes clientes dans Sacré Bise, dans cet espace des objections. Il y a ce présupposé que c'est un oui, mais. Oui, j'ai envie, mais j'ai des résistances ou des doutes. Qui dit objection dit oui à la base. Donc, on n'est pas dans un travail de conviction, on est en train de lever certaines résistances. C'est différent. Pour illustrer, imaginons une situation que tu as sans doute déjà vécue, où on te sollicite pour acheter quelque chose. Et on va imaginer que la personne qui te sollicite, tu la connais un peu. Alors, tu vas lui répondre pour lui faire plaisir, tu vas écouter sa proposition, son pitch de vente, etc. Mais à la base, t'as pas envie, t'avais pas de désir pour cette chose-là. Et là, tu vas te sentir un peu coincé. Ça va te mettre mal à l'aise. Si tu n'en as pas envie et que tu as une forme d'assertivité, tu vas lui dire non. Mais tu vas lui dire non en étant un peu embarrassé. Ou au pire, tu vas lui dire oui, mais à contre-cœur, juste pour lui faire plaisir, ou pour pas la vexer, la contrarier, briser votre amitié, etc. Et tu le regretteras. On ne veut pas ne pas avoir le consentement des gens avant de leur proposer quelque chose. Maintenant, imaginons que tu es dans la communauté d'une personne, il y a une résonance, ses posts te parlent vraiment, tu écoutes son podcast, ça t'élève, ça t'inspire, il y a une relation qui se tisse, même si vous n'avez pas de vrai échange dans la vraie vie. Tu as ce sentiment qu'elle te connaît, qu'elle te reconnaît, qu'elle te parle à toi, qu'elle s'intéresse vraiment à toi. Le jour où tu as le désir d'acheter, très naturellement, tu auras envie d'acheter chez elle. Parce que la relation aura été là. Parce qu'elle sera tissée en respectant ton propre tempo. Et ce processus de tissage d'une relation, tu vois à quel point il est différent des messages non sollicités où ça saute aux yeux que la personne, elle en a absolument rien à faire de toi. Elle a aucun intérêt pour toi. Son seul intérêt, ça va être son compte en banque. Quand je suis moi dans le rôle de la cliente, de l'acheteuse, j'adore vivre ces expériences d'achat où c'est moi qui lead, c'est moi qui décide à mon rythme. Et quand je regarde les expériences d'achat, notamment dans le champ du coaching, des masterminds, des accompagnements, des formations, etc., que je prends pour moi,
La plus grande satisfaction au moment de l'achat vient quand j'ai été à l'initiative du mouvement. Et la plus grande partie de mes investissements en accompagnement, ça se passe comme ça. Je vais te donner un exemple récent. En 2022, j'ai rencontré une coach dans un mastermind américain dont je faisais partie à l'époque. Et on avait eu une retraite à Santa Monica, à Los Angeles. Cette coach américaine, je l'ai rencontrée dans le premier dîner, le premier soir de la retraite, et j'ai eu un coup de cœur pour cette femme. À l'époque, elle avait 73 ans. 73 ans. Et elle était coach depuis 10 ans. Après avoir eu deux autres entreprises précédemment, une vie palpitante, et dans la fraîcheur, de l'enthousiasme, de la passion, et une forme en même temps de sagesse, quelque chose de très posé, de très solide. Et je me suis dit, waouh, cette femme, qu'est-ce qu'elle m'inspire. Après la fin du mastermind qui durait 6 mois, on a fait une visio pour se connaître un petit peu plus, pour tisser le lien. Et je me rappelle très bien, dans le cadre de cette visio, elle m'a donné beaucoup de valeur. Elle avait inventé un processus de coaching qu'elle m'a fait vivre, elle m'a fait tout un débrief après, avec une générosité phénoménale. Et à la fin, de manière extrêmement douce, légère, elle m'a simplement dit que voilà, si un jour j'avais envie de prendre un accompagnement avec elle, elle serait ravie, qu'elle aimait beaucoup ma nature, mon énergie, etc. et qu'elle serait ravie. C'était juste pas le bon moment pour moi. Et je lui ai dit que quand le moment viendrait, évidemment que je reviendrais vers elle. Mon thermomètre du désir, à ce moment-là, il n'était pas assez chaud, pas assez brûlant. Et j'ai continué à la suivre sur Instagram, on se faisait un petit coucou de temps en temps. Et là, en début d'année, en début de cette année 2025, donc 3 ans plus tard, j'avais envie d'être accompagnée sur la thématique spécifique qu'est son expertise. Ça a été une évidence que j'allais être accompagnée par elle. Une évidence. Elle n'était jamais sortie de ma tête. Je lui ai juste fait un petit coucou, peut-être 2 fois par an. J'ai pas interagi sous ses posts, j'ai pas commenté. J'étais là, dans l'invisible. Et j'ai fait un petit processus d'accompagnement avec elle en début d'année. Alors là, quand tu m'écoutes, tu dis, waouh, il y a eu 3 ans, ça va te prendre un temps fou. Ça peut prendre du temps, ou ça peut prendre pas du tout du temps en fait. J'ai d'autres exemples où ça a été extrêmement rapide. Pour moi, pour mes clientes. Ce que je veux te montrer par tous ces exemples et ces angles de perception, c'est que l'enjeu, c'est pas de faire plus pour prospecter, aller chercher, faire intrusion, avoir des actions qui te tordent le ventre. L'enjeu, c'est de croire plus. Croire que tes clientes existent, qu'ils sont là, que peut-être ils sont silencieux extérieurement, mais ils sont très actifs intérieurement. Qu'ils sont dans ce processus où leur désir est en train de monter, comme moi avec mon thermomètre. Et que ton rôle, c'est de pas disparaître, d'être là pour que le moment où la température sera hot, tu sois là. Et ce changement de posture, d'état d'esprit, il va changer tes résultats. Je le vois dans Sacré Bise de semaine en semaine. Je pense par exemple à Elodie. C'est une ancienne DRH qui est devenue coach. Avant de rentrer dans Sacré Bise, elle envoyait des dizaines de messages privés sur LinkedIn, semaine après semaine. Elle avait suivi un programme qui lui disait que c'était la méthode de prospection pour enfin avoir des clients, notamment en B2B. Elle était épuisée, vidée, dégoûtée. Ah, évidemment, ça marchait pas. Alors, on a retravaillé d'abord le positionnement, la confiance, la vibration. On a réajusté des éléments sur l'offre, le message. Elle a arrêté d'envoyer ses messages privés. Elle a accepté d'embrasser le silence. Elle a signé 5 contrats.
5 personnes qui l'observaient depuis un moment et qui attendaient le bon moment. Avoir plus de clients, ça prendra une éternité. Seulement si tu crois que ça prendra une éternité. Parce que voilà ce qui se joue. Quand un client va entrer dans ton univers, il y a 2 choses que tu ne maîtrises pas. Quelle est la température de son désir? Et si cette personne est une personne qui prend des décisions rapidement ou pas. Seulement, une chose est certaine, si tu te dis que ça va prendre une éternité, tu vas créer cette réalité. Pourquoi? Parce que cette peur, cette résistance, elle va te pousser à vouloir contrôler, à convaincre, à forcer, à harceler. Et tu vas t'éloigner de la confiance. La confiance que tes clients sont là. Même si tu les vois pas, même s'ils s'engagent pas. Seulement si tu vas les chercher par la peau du cou, ils vont prendre leurs jambes à leur cou. Ton défi, c'est de croire que l'engagement mûrit, même si tu n'as aucun signe visible, même si tu vois pas de signaux d'engagement, jusqu'à ce que la personne apparaisse, lève la main en disant je suis prête à acheter. Et c'est là que la manière dont tu vas interpréter le silence, ça va faire une énorme différence. Pourquoi est-ce que tu choisirais de croire que le silence signifie désintérêt, ignorance, rejet? Pourquoi choisir de croire ça? Et si le silence, ça signifiait réflexion, maturation, activation du désir, processus de prise de décision qui est en train d'avancer? Regarde-toi tes propres comportements. Si tu es comme moi, j'imagine qu'il y a de nombreuses fois où tu as apprécié des vidéos, des posts, des emails, des partages, des conversations, sans jamais te manifester, sans jamais montrer aucun signe. Et tu as fini par acheter un jour. Ça m'est arrivé de nombreuses fois. C'est là que tu vas pouvoir radicalement changer ton énergie. Depuis une énergie crispée, avide, à une énergie puissante, magnétique. Est-ce que tu peux imaginer que pour chaque personne qui va te contacter, être sur le point d'acheter, il y en a 10, 20, 50, 100 autres, beaucoup plus encore, qui sont en train de penser en silence. Ta mission, c'est de continuer à apparaître dans leur champ, continuer à nourrir leur envie, continuer à leur donner de l'espoir, à les aider à endosser cette nouvelle identité qu'ils veulent incarner. Parce que c'est ça dont on parle. Qu'est-ce qui va vraiment t'aider à cesser de prospecter? C'est de voir que finalement, le seul engagement qui compte vraiment, c'est l'engagement dans la décision finale de l'achat. Seulement, le chemin que va prendre chaque client pour en arriver là, ça ne t'appartient pas. Mais il y a une chose fondamentale qui t'appartient. T'engager. Tu veux leur engagement? Engage-toi. Si tu râles parce qu'ils ne montrent pas d'engagement, ils ne likent pas, ils ne partagent pas, si tu te désengages à la moindre contrariété, tu vois l'incohérence? C'est à toi de montrer d'abord ce que ça signifie de s'engager et de tenir son engagement, le tenir sur la durée. C'est à toi d'inspirer l'engagement, de modéliser l'engagement. Et avant d'avoir le moindre signe, souvent. On approche de la fin de cet épisode. Et pour terminer, j'ai envie d'ajouter ça. Le marketing d'attraction dont on parle là, il va fonctionner avec une vertu essentielle qui est souvent sous-estimée, qui est souvent mal aimée, qui s'appelle la patience. Et cette patience, elle est beaucoup plus facile à cultiver quand tu crois que tes clients vont te trouver, qu'ils savent te trouver, qu'ils sont déjà là, qu'ils désirent, qu'ils ont l'argent. Et tu vas ajouter toutes les croyances, toutes les pensées qui vont te servir. Et alors, c'est plus un problème d'attendre. Et ça ne veut pas dire attendre longtemps, c'est pas ce dont je parle là.
Ça veut dire attendre sereinement. Et quand tu es dans ce processus de faire régulièrement des offres, il y aura régulièrement, tout le temps, des personnes qui vont être dans la bonne température de désir d'achat et qui vont venir à toi. Il y a aussi des accélérateurs, les lancements par exemple. J'adore ce modèle des lancements qui, dans un laps de temps très réduit, va très rapidement faire monter la température d'achat de tout un pool de personnes. C'est une des magies de la puissance des lancements. J'ai déjà créé plusieurs épisodes sur la thématique des lancements. J'en ferai certainement d'autres, tellement je crois à la beauté et à la puissance de ce modèle-là. Donc tu l'as compris, tu veux que tes clientes, tes clients achètent mus par le moteur du désir. C'est à toi d'être dans le désir. C'est à toi de modéliser tout ce que tu attends de tes clients. Comme pour l'engagement dont je viens de te parler. Et de là, il n'y a plus besoin de forcer. Il n'y a plus à quémander. Tu t'installes dans cette confiance, dans la valeur que tu offres, dans leur capacité à décider, dans le bon timing. Et ça, tout ce travail qui est vraiment dans le champ du mindset, de l'énergie, c'est ce qu'on fait en profondeur dans Sacré Bise, semaine après semaine. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que le marketing, la vente, c'est pas une affaire de technique. C'est une affaire de posture, de mindset, d'énergie, de ce que tu crois, de ce que tu modélises, de ce que tu incarnes, pour aller activer ce oui qui va émerger sans forcer. Voilà pour le 150e épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Si cet épisode t'a inspiré, si le podcast te soutient semaine après semaine, merci à nouveau pour la note, le commentaire que tu voudras bien lui offrir sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide vraiment à le diffuser. Et oui, aussi, ça me fait sacrément plaisir. Très belle suite de semaine à toi et on se retrouve la semaine prochaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.